Mes chers amis, bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Attachez votre ceinture, cet épisode décoiffe. Je vous préviens, vous allez passer un super moment, j'en suis sûre. En plus, j'ai eu la chance de l'enregistrer en Suisse, donc vous allez avoir une super vue. Vous allez voir. Alors, qui est la personne que j'invite aujourd'hui? Pour tout vous dire, c'est une amie de mes parents. Mais c'est une femme avant tout absolument extraordinaire, Barbara Polla. Pourquoi est-ce qu'elle est extraordinaire? Parce que littéralement, elle sort du lot. Elle est complètement inclassable. Elle est à la fois écrivain, poétesse, galeriste, médecin, allergologue, personnalité politique en Suisse. Bref, en fait, elle est vraiment, mais en fait, sur tous les tableaux, dans toutes les cases. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, elle refuse de se faire enfermer dans une case. C'est ce dont on a parlé dans cet épisode. Je vous invite évidemment à le découvrir jusqu'au bout, aussi à découvrir les livres de Barbara et notamment Femmes hors normes, un peu comme Barbara, hein, hors normes, qui, je trouve, invite à la réflexion. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager un petit peu autour de vous. Et puis quand même, avant de vous laisser passer à cette interview du jour, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment ça se passe, c'est sur la petite cloche qui est juste ici. Allez, je vous laisse pour cette interview. Bonjour Barbara. Bonjour Pauline. Je suis enchantée. Merci d'être venue jusqu'à moi avec ces 12 heures de trajet. En plus, c'est vraiment adorable. Et surtout, je suis très, très honorée d'être avec toi aujourd'hui. En toute transparence pour nos auditeurs, on ne se connaît pas encore, mais ma famille te connaît bien. Je sais que tu es très proche de mes parents qui me parlent de toi en permanence en me disant que tu es la personne la plus exceptionnelle qu'ils connaissent, tout simplement. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, il y a un moment donné, il faut quand même que je la fasse venir, que je lui mette le grappin dessus et qu'on discute un petit peu ensemble à Vegas. Eh bien, merci à Pauline, merci à Eric. C'est vrai qu'ils sont des personnes extraordinaires. Et ce que fait Patricia est juste magnifique. Ouais, je suis très fière de mes parents. Alors, Barbara, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai creusé ton parcours, pardon. J'ai, comme tu peux voir, des pages devant moi, parce qu'en fait, ton parcours, on ne peut pas le résumer, tellement il est dense, tellement il est, on peut le dire aussi, surprenant. C'est vraiment tout sauf une ligne droite, et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que dans la vie, il faut avoir un chemin qui est simple, qui est tracé, une destination vers laquelle on va. Et toi, en fait, c'est tout l'inverse. On a l'impression, en fait, que tu as su véritablement t'écouter, ne pas rentrer dans un cadre, et en fait, suivre tes envies, tes instincts, tes intuitions. Immunologue, chercheuse, écrivain, galeriste, poétesse, femme politique, enfin, je suis sûre qu'il manque beaucoup de choses à ce descriptif, j'aime pas trop les labels, mais t'es un peu pour moi le pic de la Mirandole du monde moderne, c'est-à-dire vraiment une femme humaniste. Et du coup, je voulais te poser une question pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent qu'en fait, ça leur fait peur, tu vois, de pas rentrer dans une case comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais déjà commencer par dire aux personnes qui nous écoutent en disant non, en fait, moi, Barbara, j'ai été tant écrivain que galeriste, que médecin, que femme politique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est difficile de sortir des cases. Ça demande à un moment donné beaucoup de courage au moment où on fait le pas pour sortir. En fait, c'est ce qu'on appelle le coming out, quel qu'il soit. Mais quelle énergie ça vous apporte. Et puis, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Parce que dès qu'on sort d'une case, en fait, on rentre dans une autre. Quand j'ai choisi de faire de la recherche après avoir fait de la médecine, je suis rentrée dans la case chercheur. Quand j'ai décidé de faire de la politique, même si c'était en même temps, on rentre dans une autre case. Donc, ce que je pense qui est important, c'est que en fait, le fait de sortir des cases devienne une discipline du quotidien et que ce soit pour les plus petites choses où le matin on se dit je vais pas faire comme je suis supposée faire ou comme j'ai fait pendant très longtemps parce que c'était comme ça, mais en fait qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Et ça peut être des choses toutes simples.
par exemple, à un moment donné, je me suis séparée de toutes mes casseroles. Donc ça, c'est pas écrit dans mon CV. De tes casseroles, tu veux dire les casseroles pour cuisiner? Oui, alors bien sûr, c'est un peu aussi... Métaphorique. Métaphorique. Mais je me suis réellement séparée de toutes mes casseroles pour cuisiner. Ça fait 14 ans que je mange cru, c'est très bien et c'est très sain. Mais donc, ce que je veux dire, c'est pas forcément passer de médecin à chercheur, à politicien, à écrivain. Ça peut être des toutes petites choses de la vie, mais je pense que cette pratique, en fait, de sortir des cases, d'abord, ça devient de prendre des risques, ça devient de plus en plus facile, et puis l'énergie, elle revient à chaque fois qu'on fait ça. Donc, ce que j'aimerais dire aux personnes qui se disent, mais non, je suis trop bien là où je suis, c'est que c'est pas que l'herbe du voisin est plus verte, mais c'est qu'il faut se renouveler. Et que le fait de se renouveler apporte énormément d'énergie. Tu disais pour commencer que ça nécessite du courage, et je peux l'imaginer. Et j'ai cru lire qu'une des phrases que tu aimes beaucoup, c'est « Il n'y a pas de courage sans peur ». Est-ce que même pour toi qui as pourtant cultivé cette habitude du changement, de sortir de case, de pas justement te laisser enfermer, est-ce que encore aujourd'hui, quand tu sors d'une case délibérément, ça te fait un peu peur? Mais bien sûr, j'ai peur, j'ai beaucoup peur. En fait, c'est quelque chose que je me dis souvent à moi-même, que je partage pas forcément. Mais oui, la peur, le doute, ils sont là constamment, mais en fait, on peut les transformer en moteur. Donc, j'ai peur de la guerre, je le transforme dans un projet qui est mon projet principal pour cette année, qui est un projet sur la paix. Oui, j'ai peur que ce que je fais va pas donner ce que j'espère, ce que je souhaite, eh ben, je travaille davantage. Donc en fait, la peur, plutôt que de nous sidérer quand elle n'est pas trop énorme, je veux dire, si une bombe tombait dans mon jardin, je pense que là, il y a un effet de sidération, mais les peurs que nous vivons au quotidien, hein, nous toutes, c'est des peurs qu'on peut utiliser comme moteur de transformation. Tu te rappelles d'avoir décidé à un moment dans ta vie, peut-être dans ta jeunesse, justement de ne pas rentrer dans une case? Comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'on devient Barbara Polla? Alors, j'avais 4 ans et j'étais dans le jardin. Et on avait un très beau jardin avec un portail blanc il y avait une sorte le manche, tu sais, qui tient le portail fermé. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai grimpé sur le portail et j'ai ouvert le manche et je suis partie. Et je suis allée jusqu'au village. C'était 10 à 15 minutes à pied pour un adulte, donc je ne me souviens pas le temps que ça a pris pour mes 4 ans. Mais donc, je veux dire, c'était quelque chose qui était en moi, parce que toutes les petites filles de 4 ans, elles n'ouvrent pas le portail pour partir. Et puis après, j'ai réitéré ça à 20 ans, parce qu'à l'époque, on était majeur à 20 ans, donc je ne pouvais pas partir avant. J'adorais mon père, je l'adore toujours, même qu'il n'est plus là depuis très très longtemps, mais on ne s'entendait pas du tout, on n'était pas du tout d'accord sur ce que j'avais à faire dans ma vie. Et donc, voilà, une nuit, j'avais 2 valises dans ma chambre, j'ai mis ce que je pouvais dans ces 2 valises, et ciao. Et bien sûr, j'avais peur, j'avais 200 francs en poche, évidemment. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es partie où? Je suis partie. J'ai fait le même chemin que j'ai fait à 4 ans jusqu'au village. J'ai pris le tram pour descendre en ville. Et puis voilà, puis je me suis débrouillée. J'ai fait toutes mes études de médecine en travaillant pour les payer. Je n'ai pas parlé à mon père pendant 5 ans jusqu'à ce que lui revienne. Tu disais que tu avais eu une enfance, une belle enfance, mais que tes relations avec ton papa notamment n'avaient pas été faciles. C'est une question que j'aime bien poser au sujet des parents, parce qu'en fait, on est quand même bien souvent, évidemment, très influencé bien sûr. par sa famille. Est-ce que tu pourrais me parler de cette époque et me dire justement en quoi tu n'étais pas alignée avec peut-être la vision de ton père sur toi? Comme petite fille, ça allait très bien, parce que en fait, comme petite fille, on m'a laissé vivre libre. C'est-à-dire qu'on m'aimait, ça c'est sûr. On me prenait sur les genoux, on m'habillait, on me nourrissait, et puis on me mettait au jardin. Et voilà.
Et on recommençait le lendemain. Donc, c'était génial. Je veux dire, j'ai appris, j'ai vécu la liberté que peut vivre un enfant, le développement de l'imaginaire. J'avais pas de jouets. Donc, en fait, les jouets, c'était mon imaginaire. C'était les pommes, les troncs des arbres. Non, c'était juste ça s'appelait le verger, c'était un grand jardin, c'était pas une ferme, mais ma mère quand même, on avait des lapins, des oies, des chèvres qui me léchaient les orteils, enfin, voilà. Donc ça, c'est la petite enfance qui était, je veux dire, enfin, miraculeuse, c'est un paradis. C'est quand j'ai commencé à vouloir vivre ma vie, c'est là que mon père, il pensait que j'avais besoin de lui. Mais moi, j'avais déjà intégré tout ce dont j'avais besoin. Après, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'aller vivre ma vie. Et c'est là où on n'était pas d'accord. Puis bien sûr, en plus, j'avais un chéri qui n'allait pas. Enfin, voilà, enfin, standard, quoi, classique. Mais c'est venu vraiment plus tard, à l'adolescence. J'ai lu, en faisant mes recherches sur toi, que tu avais à un moment donné quitté la France pour partir en Grèce vers l'âge de 17 ans. Oui, alors ça c'était aussi un moment béni. Mon père était un philhellène passionné. Donc il était enseignant, mon père, ma mère était peintre. Et à un moment donné, mon père a décidé, en fait il a décidé ça très tôt parce qu'il a tout organisé pour que ça puisse se faire. On avait tous tous les trois une année d'avance à l'école pour qu'il puisse nous retirer de l'école pendant 1 an. Et donc il nous a sortis de l'école et il nous a amenés en Grèce. On n'est pas allé à l'école pendant 1 an, mais on devait tout apprendre sur la Grèce. On devait apprendre le grec, donc on avait fait des études de grec ancien, sauf mon petit frère. Et puis on devait apprendre l'histoire, on devait apprendre la politique, la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie grecque? On devait apprendre le théâtre, l'esthétique, la sculpture, enfin tout quoi. L'Iliade et l'Odyssée, on devait la savoir par cœur. Donc c'était une année exceptionnelle de confrontation à l'histoire de notre berceau, de la civilisation. Et puis en même temps, la Grèce des années 60, où il n'y avait pas de touristes, où tout était vierge, c'était ça doit être fabuleux. Oui. Et donc cette année en Grèce, t'as énormément apporté d'après ce que j'ai compris, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une interaction avec de la prison. Oui, en fait... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Barbara? Cette histoire, c'est que le 21 avril 1967, donc moi j'avais 17 ans, et j'étais vierge de toute connaissance politique. Je veux dire, j'avais aucune idée. Mes parents étaient des gens libres, mais pas politisés. Et donc ce jour-là, les colonels prennent le pouvoir en Grèce et entre autres actions valeureuses, ils ont mis le POP de l'endroit où on vivait, qui était en fait un bidonville à l'époque, Perama, ils ont mis le POP en prison. Et moi, j'ai été tellement perturbée par ça, parce que je croyais que c'est les méchants qu'on mettait en prison. Pour moi, ce POP, c'était une image du bien. Il y avait mon père et le POP. Et donc, j'étais tellement perturbée que mes parents, ils ne savaient pas comment me prendre et ils ont fait un truc complètement fou. Ils m'ont dit, tu vas aller le voir en prison, comme ça tu comprendras. Et ce qui n'était pas légal, j'avais 17 ans, je n'étais pas grecque, mais enfin bref, je suis allée. Et l'espace d'une seconde, quand en fait la porte s'est ouverte et j'ai vu qu'il y avait 10 hommes, dont le POP, dans 4 mètres carrés, une cellule de 2 mètres sur 2, en fait, j'ai compris comment la prison peut détruire les hommes. Et donc, ça a été un moment hyper important pour mes engagements jusqu'à aujourd'hui, puisque après avoir essayé d'ouvrir les prisons comme députée au Parlement, avoir échoué totalement, eh bien, j'ai fait de très nombreuses expositions sur le thème art et prison pour essayer de sensibiliser les gens autrement à cette question de l'enfermement. Et puis aussi l'enfermement dans nos têtes, parce que c'est dans nos têtes d'abord qu'on crée les prisons, et probablement les prisons les plus solides. Et donc abattre les murs dans notre tête, c'est déjà ouvrir les prisons. Il semblerait que dès l'âge de 17 ans, tu avais déjà une envie, enfin je trouve plus qu'une envie peut-être, une émotion, une réaction à l'injustice, ou à des phénomènes, on va dire, extérieurs que tu ne comprenais pas, comme là l'enfermement du POP, qui était quand même assez peu commun. Je veux dire, n'importe qui, quand il entend parler d'une nouvelle à la télévision ou tu vois dans la presse, ne va pas le vivre tellement mal que finalement il va devoir aller sur place et s'engager.
Est-ce que là aussi, tu te rappelles en fait de comment est montée en toi cette sensibilité extrême pour tout ce qui est injustice ou cause politique? En fait, je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible depuis toujours, mais que, en fait, ça se voit pas. C'est-à-dire, je pense que je suis à la fois hypersensible et hyper réactive. Et effectivement, comme depuis petite, en fait, j'ai cette manière de transformer l'émotion, et notamment les émotions difficiles, en quelque chose d'autre. En fait, on voit le quelque chose d'autre et on ne voit pas l'hypersensibilité qui est la mienne. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, mais que pas beaucoup de personnes voient. Et qui fait le pont avec l'art. Oui, et qui fait le pont avec l'art, bien sûr, parce que l'art, c'est une manière de transformer l'art, surtout celui avec lequel je travaille, enfin l'art qui m'intéresse, c'est une manière de transformer les émotions face au monde les plus noirs, souvent en quelque chose qu'on peut regarder, quelque chose qu'on peut penser. En fait, j'aime cette idée que l'art, il donne à penser, il donne à voir d'abord, mais il donne à penser. Et à partir du moment où on peut penser, eh bien, ça devient une action, en fait. Le fait de penser, c'est une action. Et c'est Hannah Arendt qui disait que le contraire de la violence, c'est pas la douceur, mais c'est la pensée. Et donc, cette idée de penser les choses, d'arriver à les penser. Alors, j'ai cette chance que j'ai pu acquérir par mes parents, par l'école que j'adorais, en fait, les outils qui permettent, devant des événements terribles ou des souffrances ou whatever, en fait, j'ai les outils nécessaires pour penser. Ça me fait penser à un chauffeur de taxi récemment qui me disait à Paris, « Vous savez, madame, c'est quand on n'a plus les mots que les coups y viennent. » Donc on était dans une conversation et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais quelle perspicacité, mais quelle justesse de vue et quelle capacité d'exprimer. Et donc la pensée et les mots sont... Et donc l'éducation, bien sûr, se permettent peut-être la prévention, mais en tout cas la transformation de la violence du monde. Je pense que c'est important de rappeler, notamment pour notre audience, que l'art, c'est effectivement un moyen de questionner la société, notre réalité, parce que souvent, en fait, on peut imaginer que l'art, c'est de l'esthétique pure. Et j'aime beaucoup cette idée, comme toi, que l'art, effectivement, et les artistes sont là, en fait, pour nous faire voir le monde d'une manière différente. Oui. Alors, l'art, c'est très, très vaste. Il y a bien sûr, il y a un côté esthétique, design, décoration. Ce bouquet, c'est un bouquet vraiment artistique, la manière dont il a été fait, le mélange des couleurs et des formes des fleurs. C'est vrai que l'art avec lequel je travaille, les artistes avec lesquels je travaille, c'est beaucoup des artistes qui réagissent à des questionnements. Le monde ne leur convient pas, donc on va créer un autre monde par l'intermédiaire de l'art. Et c'est ça qui m'intéresse, me fascine, comment on devient artiste, pourquoi. Comment est-ce que toi-même, tu as décidé de t'intéresser de plus près au monde de l'art et notamment d'ouvrir une galerie ? Alors, en fait, ça reste un mystère, y compris pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis tout à fait capable d'expliquer pourquoi je travaille avec l'art et les liens avec la médecine, par l'intermédiaire du corps, par l'intermédiaire de la proximité de la mort, qui est toujours là aussi pour les artistes, comme en médecine. Mais je me souviens très bien du jour où j'ai dit à mon ex-mari, qui à l'époque était mon mari, eh bien, quand on revient des États-Unis, j'avais une bourse pour aller à Harvard. Eh bien, moi, j'aimerais ouvrir une galerie. Mais comment ça ? Qu'est-ce que j'imaginais à ce moment-là ? Je connaissais rien du monde de l'art. Bon, à l'époque, en plus, tu étais allergologue. Oui, j'étais médecin-chercheur. Je partais à Harvard pour 2 ans pour faire de la recherche avec une bourse du Fonds national de la recherche scientifique. D'ailleurs, mon ex-mari était absolument furieux. Il m'a dit, c'est pas possible, on part à Harvard pour 2 ans et puis tu dis que tu vas ouvrir une galerie, mais voilà. Enfin bref. Donc, comment exactement,
pourquoi j'ai eu cette envie, je ne sais plus. Et peut-être qu'à l'époque même, peut-être que j'ai jamais su, mais aujourd'hui je peux dire que j'aime travailler avec l'art parce que c'est passionnant et parce que j'apprends tous les jours. Donc il y a cette notion d'apprendre qui est très très importante pour moi, et j'apprends des choses avec les artistes qui sont juste incroyables et que je vois pas comment je pourrais apprendre autrement. Tu sais, quand on fait connaissance, on commence par la surface, et souvent on reste en fait très très longtemps à la surface. Après, quand on vit pendant des années avec quelqu'un, on commence un peu à rentrer à l'intérieur. Et encore, après il se passe des choses dans les couples, on n'a aucune idée. Les artistes, ils travaillent avec ce qu'ils ont de plus profond en eux. Et en fait, quand ils viennent me voir, ils m'apportent ça sur un plateau. Donc en fait, moi qui m'intéresse fondamentalement à l'âme humaine, eh bien c'est juste magnifique, parce que c'est ça qui m'apporte les artistes. Donc j'apprends énormément de choses. Évidemment, comme médecin qui s'intéresse à l'âme humaine, j'aurais pu devenir psychiatre. C'est vrai. Mais ça prend 7 ans, 3 heures par semaine. Tandis que les artistes, pour quelqu'un qui est un peu impatient, voilà, on parle tout de suite de l'essence, de l'essentiel qui est l'essence du pourquoi ils font ça. Et puis après, j'apprends des choses. J'ai un programme très très international. Donc, par exemple, je travaille avec un artiste palestinien qui est né dans le camp de Sabra 6 mois après les massacres. Je veux dire, tout ce que je sais sur la Palestine, l'histoire de la Palestine, le départ, le retour impossible, le camp, eh bien, je le sais en direct. Je suis allée à Sabra avec Abdulrahman Katanani. Et c'est qu'un exemple. Donc, en travaillant avec des artistes internationaux, j'apprends des choses incroyables. Avec Mariam Ashrafi, j'ai appris tellement de choses sur la manière de vivre des femmes kurdes avec lesquelles elle a vécu pendant 6 ans. Comment je fais pour apprendre ça ? C'est un apprentissage beaucoup plus direct, beaucoup plus immédiat en fait, que par l'intermédiaire de la presse ou d'études. Et donc ça, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, parmi mes projets, je vais écrire cette année un livre qui s'appelle « Grâce à vous ». Et vous, en fait, c'est les artistes. Pour expliquer que, bien sûr, les artistes, ils font de l'art et c'est beau et ça donne à voir et ça donne à penser et c'est magnifique, mais c'est aussi la rencontre qui est extraordinaire. Et j'aimerais que, oui, nos auditeurs, en fait, ça leur donne envie de rencontrer les artistes aussi. Bien sûr, voir leurs œuvres, mais aussi rencontrer la femme et l'homme derrière l'œuvre. Donc, quand tu choisis de travailler avec des artistes, c'est essentiellement aussi la personne, en fait, que tu choisis, presque plus que l'œuvre. En fait, je commence toujours par l'œuvre. Sauf exception, c'est l'œuvre. Donc, je trouve ce bouquet magnifique. Et puis, je vais trouver quel artiste a fait ce bouquet. Et puis après, comme il y a beaucoup, beaucoup d'artistes et beaucoup, beaucoup d'œuvres magnifiques, eh bien, je vais continuer de travailler avec les personnes avec qui voilà, ça fonctionne. De toute façon, les relations sont toujours compliquées. Mais disons, si j'ose me permettre, sur le podcast de Pauline, j'essaye d'éviter les chieurs. On s'en rappellera. Dis-moi, Barbara, si on va revenir à l'art, mais j'aimerais faire une circonvolution pas possible et revenir aussi à ton passé de chercheuse et de médecin, parce que tu as évoqué le fait qu'il y a un lien entre l'art et la médecine, via le corps, via la mort. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, en fait, le lien est très ténu, et au contraire, même, je pense que dans l'imaginaire, on se dit la science et l'art sont en parfaite opposition. Ouais. Alors, il y a la médecine, il y a la science et puis il y a l'art. Je vais commencer par la médecine. Pour être médecin, il faut aimer le corps. Je veux dire, on touche le corps des patients, on le pénètre, on l'examine, on le soigne, on veut qu'il guérisse, on
on l'analyse, on questionne, on fait des anamnèses, je veux dire de savoir comment les douleurs sont venues, etc. Donc il y a cet intérêt, cette curiosité extrême par rapport au corps. Et quand même, dans l'art, depuis la nuit des temps, le corps est représenté, depuis toujours, toujours, toujours. C'est un des objets, ou un des sujets les plus fondamentaux de l'art. Et puis, la question de la mort, j'aime beaucoup cette idée de Pierre Corbat, qui est un médecin généraliste et un philosophe, qui dit que eh bien, quand on est avec un patient et que justement on l'examine, en fait, on n'est jamais deux, on est toujours trois. Il y a toujours la mort qui est là quelque part. Alors, surtout que j'ai fait de la médecine hospitalière, donc c'est des malades très malades qui viennent à l'hôpital. Donc, il y a cette présence de la mort. Et bien sûr, le but, c'est de guérir les gens, c'est qu'ils repartent guéris. Mais à l'hôpital, il y a des gens qui meurent. Donc, la mort, elle est là. Et la mort, c'est un autre sujet avec lequel les artistes travaillent en continu. Et j'adore cette phrase de Pascal Quignard qui dit « Les artistes sont les meurtriers de la mort ». Donc, il y a cette proximité vraiment entre l'activité de médecin et puis bon, moi comme médecin, j'aime énormément justement l'anamnèse. Anamnèse, ça veut dire qu'on fait remonter la mémoire. Anamnésis, ça vient du grec, voilà. Merci, à quoi papa. ça sert. Merci papa. Et en fait, j'adore faire des entretiens avec les artistes et c'est le même processus. En fait, c'est comme une anamnèse, un entretien. Et ensuite, la recherche. En fait, on imagine la recherche scientifique comme une pure analyse des phénomènes existants. Mais la recherche en biologie, la recherche biomédicale, la recherche en général, c'est une création aussi. En fait, c'est pas seulement de l'analyse, c'est vraiment de la création. Et quand Gilles Deleuze dit « avoir une idée, c'est une fête », eh bien cette fête, on l'a dans la création artistique et on l'a dans la recherche quand tout d'un coup, parce qu'on met un élément d'analyse qu'on a découvert quelque part et que ça éclaire toute une série de phénomènes, je veux dire, c'est de l'ordre de la création. Et en fait, donc, pour moi, ces activités sont en réalité très liées. Donc, moi, j'ai été beaucoup, beaucoup critiquée pour faire toutes ces choses différentes. Pour ne pas être dans le cadre. Voilà, de ne pas être dans le cadre et de sortir du cadre continuellement. Moi, je le vois d'ailleurs aussi comme tourner les pages d'un livre. C'est pas que j'aimais plus la médecine quand j'ai décidé d'ouvrir ma galerie, c'est que j'avais envie de tourner cette page en plus, par curiosité, pour satisfaire ma curiosité autrement. Mais en fait, oui, j'ai été très critiquée, mais dans mon cerveau, comme j'essaye continuellement d'abattre ces murs, des cases qui font que ceci est là et puis ceci est là, en fait, chaque domaine irrigue l'autre. Ce que j'ai appris en politique, mais extraordinairement utile dans mes activités artistiques et mes activités d'écrivain. Donc, voilà, c'est un ensemble. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on crée des cases, on se dit en fait que tout est siloté. Et en réalité, ce que tu expliques très bien, et j'ai l'impression que c'est le cas au travers de ton parcours, c'est que non seulement les choses ne sont pas silotées, mais qu'elles se nourrissent les unes les autres. Et donc ta carrière politique a nourri peut-être ta carrière de galeriste et de femme aimant l'art et valorisant des artistes, que la carrière médicale, de la même manière, a peut-être nourri la carrière politique. Et finalement, tu n'aurais peut-être même pas réussi. Je sais que le thème du succès est un thème qui t'est cher. Mais au-delà de réussir, je veux dire, tu n'aurais pas questionné les choses ou fait les choses de la même manière si tu n'avais pas eu ces expériences en fait aussi diverses. Mais oui, c'est des bagages que j'utilise continuellement. Et en fait, dans la rencontre de l'autre, mon âme, mon essence médicale, elle est toujours là. C'est pour ça que je dis d'ailleurs, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la politique, mais je suis médecin. Oui, c'est vrai que la réussite, non. La réussite telle qu'elle est définie en fait par la société,
je pense qu'elle pèse très très lourd sur les épaules et notamment les épaules des hommes. Je pense qu'en tant que femme, on a un peu plus de valence, de faire ceci et puis faire cela. Mais sur les épaules des hommes, de la manière dont on les éduque, le fait de devoir réussir, mais ça pèse extrêmement lourd. Et la réussite, c'est quoi? C'est l'argent, le pouvoir? La manière dont la société définit la réussite, c'est l'argent, c'est la visibilité sociale, c'est une famille réussie, mais ça veut dire quoi? Et donc moi, cette notion de succès, c'est une notion que vraiment je rejette. Je pense que oui, j'aime même le mot, j'aime pas. Moi, ce qui m'importe et ce qui m'importe pour ceux que j'aime, c'est d'être bien, c'est d'être le plus possible, parce que c'est jamais total, mais c'est d'être en accord avec soi-même. Et justement, écarter les dictats sociaux pour se retrouver avec soi-même, être en paix avec soi-même en tant qu'individu. Et je pense que c'est la seule manière ensuite de nous permettre d'être en paix avec les autres. Et donc, oui, je trouve cette notion de succès et de réussite, ouais, je trouve pesante. Ça terrible, en fait. Et je pense que si des hommes m'écoutent en ce moment, je suis certaine qu'ils sentent le poids sur les épaules de ce que leur inculque, va là-bas, fait ceci, réussit cela, devient ceci. Mais non, connais-toi toi-même. Alors tu sais Barbara, je suis très contente que tu dises ça parce que ce podcast, pendant longtemps, s'appelait Le Gratin et le sous-titre, c'était Conversation avec le succès. Mais justement, je sais. Je l'avais fait, et donc je l'avais fait en connaissance de cause, puisqu'en fait, en réalité, j'ai aussi, comme toi, une définition du succès qui est plus large et plus alternative, on va dire, qu'un succès aussi simple que l'argent, la notoriété, etc. Mais je réalise en te parlant que j'avais jamais dit à mon audience qu'en réalité, pour moi aussi, le succès, c'est pas du tout justement toutes ces choses-là, et que c'est pour ça que j'ai des parcours aussi variés, atypiques sur mon podcast. Oui, d'abord, quand j'ai regardé en fait ce que tu faisais au début, je me suis dit, mais Pauline m'invite, mais il y a une erreur de casting. Et puis après, j'ai vu effectivement comment les choses évoluent et je me suis dit, bon, on va quand même venir avec Guy. C'est quand même sympa comme quoi. Oui, absolument. Mais c'est vraiment un point très, très, très important pour moi. Et donc, l'idée de partager avec nos auditeurs des voies vers le succès, donc j'enlève le mot succès, mais des voies vers être bien et en paix avec soi-même, c'est d'arriver à s'écouter et tous les matins, ou en tout cas 3 fois par semaine, en se regardant dans le miroir, de se poser la question, est-ce que je fais vraiment ce que je souhaite faire aujourd'hui et maintenant? Et si après 3 fois on se dit, non, pas du tout, il faut changer, quoi. Je voulais te poser la question justement parce que toi qui as cette habitude maintenant de réussir à sortir de ta case, en créer une nouvelle et puis surtout en fait changer avec une énorme liberté, c'est pas facile, tu as dit toi-même, ça nécessite du courage. Et quand on a un environnement extérieur, une entreprise, de la famille, enfin souvent d'ailleurs les gens les plus proches sont les personnes les plus pesantes là-dessus parce qu'elles ont peur pour nous et donc en fait nous enferment un peu. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent peut-être pas parfaitement alignées mais n'osent pas, tu vois, franchir le cap comme toi tu l'as fait pour justement se libérer? Je pense que on dit qu'on donne des bons conseils quand on ne peut plus donner le mauvais exemple. J'espère pouvoir encore donner plein de mauvais exemples, mais je crois que la voie, c'est d'abord de se retrouver avec soi-même. Donc, c'est en fait la solitude. C'est à un moment donné de choisir la solitude. Et c'est vrai que c'est souvent des personnes très entourées parce qu'elles ont créé un bel entourage ou très entourées justement par des personnes qui les aiment d'ailleurs et qu'elles aiment. Et pour en fait sortir de cette case-là, il faut choisir la solitude. Donc,
de n'importe quelle manière que c'est possible. Et bien sûr, selon les moyens qu'on a, cette solitude, elle sera plus ou moins dorée ou plus ou moins dure, est sombre, est noire. Mais je pense que c'est la solitude qui ensuite permet d'affirmer avec courage, même si c'est avec souffrance, qui on est vraiment. Et je pense notamment aux femmes, et aux femmes qui, en fait, veulent divorcer. Et, je veux dire, ça ne va plus dans leur couple. Depuis longtemps, elles ont réfléchi, puis elles n'osent pas. C'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent. Et finalement, les choses finissent par s'étioler jusqu'à ce que, d'ailleurs, après, en général, le divorce se fait quand même. Mais voilà, pour sortir d'une situation dans laquelle on s'est mise, et dans laquelle on a été longtemps professionnel ou familial, isolez-vous. C'est comme ça qu'on s'écoute, finalement. Choisissez la solitude. La solitude, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est vraiment là où on arrive à se retrouver. C'est quelque chose que tu fais, toi, de t'isoler de temps en temps pour... Beaucoup. En fait, je le fais beaucoup. J'ai bien sûr beaucoup d'activités. Mon travail de galeriste, notamment avec les artistes, avec les gens qui viennent avec la galerie, avec les éventuels clients, avec tout le monde de l'art, c'est des contacts constants. Mais l'écriture, c'est un processus solitaire. Donc, le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est qu'avec la solitude vient l'écriture. Et la capacité d'écrire, nous l'avons toutes et tous ici. On sait écrire. Et donc de se retrouver seul, mais avec un carnet et un stylo, et d'inscrire les mots qui nous paraissent essentiels, qui en fait devraient guider notre chemin, mais on s'est un peu perdu. Voilà. Cette solitude, je peux imaginer qu'elle fait peur. On n'a pas l'habitude d'être seul dans nos sociétés. On n'a plus l'habitude. Alors moi, c'est quelque chose que je pense devrait absolument être introduit dans l'éducation des jeunes filles notamment, c'est qu'il faut apprendre à être seul. Et puis à se débrouiller seul, parce qu'il y a aussi cette idée de se débrouiller seul, je veux dire finalement de faire un travail, n'importe lequel, mais de se débrouiller seul. Donc ça, oui, ça prend. Et au début, ça fait peur. Et après, c'est une récompense, c'est une merveille, la solitude. J'ai lu que toi-même, le matin, très souvent, tu lis de la poésie, que tu as ce petit rituel. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer si c'est le cas déjà, et puis pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, la poésie, je l'aime pour de multiples raisons. Mais la poésie du matin, je l'aime pour le rythme. En fait, la poésie, qu'elle soit en prose ou en vers, c'est quand les mots prennent un rythme, quand en fait les mots sont en mouvement dans la poésie. Et c'est vraiment intermédiaire entre l'écrit et la musique. Et le fait de lire quelques vers le matin, en fait, ça donne un rythme, une respiration différente. Ça ouvre le thorax, les épaules. On entre autrement dans la journée. Moi, j'écris de la poésie. D'ailleurs, j'ai dit à mes filles, sur ma tombe, ça sera écrit poète. Juste ça. Enfin, mon nom. Et c'est en fait ma partie la plus créative, la plus intimement créative. Les livres, bien sûr, sont de la création aussi, mais la poésie, là, on est justement dans l'écoute de quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est un mélange entre le monde et soi-même, et qui tout d'un coup sort. Et le fait d'en lire le matin, ça fait que toute la journée, en fait, s'organise comme une sorte de danse poétique. Et puis j'aime aussi la poésie parce que elle résiste absolument au capitalisme du désir.
ce que j'appelle le capitalisme du désir, c'est le capitalisme qui joue sur nos manques et qui nous fait dire si tu achètes ça, tu vas être heureux. En fait, tu désires quelque chose, mais fondamentalement, ce qu'on désire, c'est le bonheur, c'est la paix avec soi-même, justement, c'est d'être bien avec soi-même, plus que le bonheur. Et en fait, on vous propose des choses en utilisant telle crème pour le corps, ça va être le bien-être, en mangeant telle chose. Et en fait, tout, en fait, devient objet de marchandise. Mais il y a une chose qu'on n'arrive pas à vendre, c'est la poésie. Et en fait, même dans l'art, il y a cette idée que ça pourrait, entre guillemets, marcher, qu'on pourrait, entre guillemets, avoir du succès parce que mes toiles vont se vendre des millions, ça va être génial. Mais en fait, quand vous écrivez de la poésie, vous savez que ça ne va jamais se vendre. Donc, j'aime cette résistance définitive au fait que ça puisse être acheté, vendu. Non, ça se partage. C'est autre chose, ça se partage. La poésie se partage. J'aime beaucoup l'idée. J'aimerais parler de tes livres. Alors, il y en a à venir dont tu vas me parler, mais avant ça, je voulais parler du livre donc, sur les femmes hors normes. Est-ce que tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce livre? Pourquoi tu as eu ce besoin de mettre sur papier ces mots? Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce livre? En fait, de mes 4 essais sur le genre publiés chez Odile Jacob, je pense que c'est le meilleur, que même publié en 2017, il n'a pas pris une ride, je trouve. Et ce que j'ai voulu dire, c'est peut-être répondre aux questions que tu m'as posées au début. Comment est-ce qu'on fait pour sortir des cases? Et puis, quelles sont ces cases? Et puis donner des exemples. Donner des exemples pour, en fait, donner envie aux lectrices qui vont lire Femmes hors normes de se dire « Ah oui, moi je veux pas ça. Comment elle a fait, elle? Ah, elle a fait comme ça. Eh bien, peut-être je peux essayer ça ou je vais essayer autre chose. » Et donc, j'ai organisé ce livre en chapitres, toute une série des normes qu'on nous impose. Alors, pourquoi parler de femmes hors normes? Le livre, il est parfait pour les hommes. La plupart des choses fonctionnent parfaitement pour les hommes, mais les normes que la société nous donne sont différentes. Aux hommes, justement, on dit « va là-bas, fais ceci », c'est des normes incitatives, deviens riche et visible. Aux femmes, on dit « tiens-toi bien ». En tout cas, à mon époque, moi je suis une femme du siècle dernier, à mon époque, aux femmes, on disait « il faut être, te tiens bien sage ». Dans ta case, tu ris pas trop fort, tu t'habilles pas en rouge, c'est des choses que j'ai tellement entendues. Donc, en fait, les normes pour les femmes sont plus restrictives. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis inspirée davantage des normes des femmes parce qu'elles sont particulièrement serrées. Et une norme, par exemple, c'est que, en fait, les femmes, elles sont supposées avoir des enfants. C'est ce que j'appelle le GPS, le grand plan social. C'est que, en fait, on est supposé, perpétuer l'espèce. Donc, moi, j'ai fait mon devoir, j'ai 4 filles magnifiques. Bravo. Donc, ça, c'est bon. Mais en fait, combien de jeunes femmes j'ai rencontrées qui arrivent à la quarantaine, qui ont choisi, décidé, ou pour quelque raison que ce soit, n'ont pas d'enfants, et qui ressentent la pression sociale d'une façon tellement dure, parce qu'à 40 ans, si vous n'avez pas d'enfants, ou bien vous êtes une pauvre chérie parce que vous n'avez pas pu trouver l'homme à votre... il n'y a aucun homme qui a voulu de vous, en gros, ou bien vous êtes une sorcière parce que vous préférez rester jeune et belle, alors que nous, les femmes qui avons tous ces enfants, eh bien, on se sacrifie pour perpétuer l'espèce. Bon. Donc, en fait, j'ai voulu démonter cette norme-là. Et pour la démonter, en fait, j'ai demandé à ma fille aînée, qui a décidé qu'elle ne voulait pas d'enfant, pour ses raisons à elle. Pour la première fois, je lui ai demandé pourquoi. Parce que, en fait, en tant que mère, j'avais jamais voulu lui demander parce que sa mère, et puis mère de 4 enfants, lui dire « mais pourquoi tu n'as pas d'enfant ?» Il y a tout de suite, je m'imaginais dans sa tête, elle va ressentir ça comme « mon enfin, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant ?» Non, mais là, c'est une intellectuelle qui a écrit un livre qui demande à sa fille
de participer à cet ouvrage en expliquant son choix. Elle m'a écrit une lettre magnifique que j'ai publiée telle qu'elle. Et donc, c'est un exemple de ce que j'ai voulu faire. Et je pense que les femmes qui décident, ou comme je disais, qui pour une raison ou une autre n'ont pas d'enfants, qui ressentent cette pression sociale, sincèrement, je pense que ça leur fait du bien de lire ça. Écoute, Barbara, je ne sais pas si tu sais que j'ai 39 ans et que je n'ai pas d'enfant et que je ne souhaite pas avoir d'enfant. Donc ça me parle. Je ne le savais pas parce que d'abord tu as l'air d'en avoir 27 et puis voilà. Mais la pression, elle est encore là aujourd'hui sur les jeunes femmes comme toi. C'est vrai, c'est vrai. Je dois dire que moi, je pense que je le vis assez bien au sens où j'ai décidé en fait d'en avoir un peu rien à faire de ce que les gens disent de moi ou pensent de moi et ça m'a beaucoup libérée. Je pense que pendant un moment, effectivement, j'avais un peu peur de ce regard. Et puis mes parents, que tu connais, sont des personnes très libres et donc m'ont toujours dit mais tu fais comme tu veux, si tu as envie, tu n'as pas envie, fais comme tu veux en fait. Et moi en fait, j'en ai jamais ressenti l'envie, donc je me suis pas forcée entre guillemets. J'aurais certainement été très heureuse avec des enfants, mais en fait, j'en avais pas envie. Et donc, j'ai fait ce choix de faire un pas de côté par rapport à la société. Mais c'est exactement ça. Tu vois, tu as fait, en fait, femme hors norme avec toi-même. C'est-à-dire que tu t'es mis en écho avec toi-même et que ça te permet d'être bien avec toi-même, quelle que soit la pression sociale. Tu imagines combien la société serait magnifique si on faisait tout ça, toutes. Et pas seulement par rapport à la question des enfants, parce qu'après, il y a des femmes qui ont envie d'avoir des enfants. Moi, j'avais envie, je le refais encore. Mais même aujourd'hui encore, ça m'arrive d'avoir envie Donc, mais il y a d'autres pressions. Il y a la pression sur notre physique, il y a la pression sur la maison. Il y a toutes ces pressions. Donc, nous mettre en écho avec nous-mêmes, ça rend la vie, ça change la vie. Et c'est ça. Femme hors norme, en fait, l'idée, c'est de changer le regard sur la pression sociale et l'importance de se mettre en accord avec soi-même. Oui, et j'aime beaucoup cette idée aussi parce que je pense que souvent, on ne s'autorise tellement pas de faire ce pas de côté qu'en fait, on n'est même pas conscient qu'on a ce besoin nous-mêmes. Oui. Et ça, je le trouve aussi assez sidérant de se dire que finalement, certaines femmes ou certains hommes d'ailleurs ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes, ils se sont mis dans une case et qu'en fait, ils n'en auraient pas envie, qu'ils auraient envie d'autre chose. C'est le premier pas de côté, c'est de se rendre compte de ça. C'est de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas là où on voudrait être. C'est pour ça que je dis se parler si possible tous les matins, 3 fois par semaine, et se dire est-ce que je suis là où je veux être. Est-ce que tu peux nous parler du prochain livre, celui qui sort le 8 mars? Alors au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas encore sorti. Non. Il sort donc le lendemain de ton anniversaire, puisque tu es née le 7. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, le jour de la journée internationale des droits de la femme. Oui, donc il s'intitule « Les femmes d'aujourd'hui au regard des artistes ». Et l'idée du livre, c'est de dire que la manière dont les artistes nous représentent aujourd'hui, artistes hommes ou artistes femmes, la manière dont ils représentent les femmes, c'est ce que nous serons demain. Parce que souvent, les artistes ont un regard anticipatif sur les choses, parce que justement, ils travaillent tellement en écho avec les réalités profondes, les essences qui voient ça. Et c'est un travail de 4 ans et demi, ce livre, donc c'est beaucoup de travail. Il y a plus de 50 images, donc aussi on peut juste regarder les images. Et ça donne une idée de la manière dont les artistes nous représentent aujourd'hui et ce que nous serons demain. Et le livre finit par cette phrase « Demain peut-être, nous serons libres ». Ça donne envie de regarder ces images et puis surtout de découvrir cet univers. Je mettrai les liens en fait dans le podcast pour qu'on puisse découvrir ça et je te remercie Barbara de nous partager tout ça. Pour terminer, j'ai quelques questions personnelles. On a déjà parlé de pas mal de trucs personnels, tu me diras, mais j'en ai d'autres pour toi. J'appelle ça mon crible. La première question, je sais que tu vas l'aimer parce que je sais déjà que tu vas remettre en cause le terme que j'utilise. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute, un moment difficile et puis au-delà de nous décrire ça,
pourquoi en fait ce moment a été difficile et surtout quels sont les enseignements que tu en as tirés? Alors, des échecs et des moments difficiles, c'est un peu tout le temps, mais je veux dire, il y en a un qui est évident, c'est quand, après 12 ans de politique, je n'ai pas été réélue. Et même si, en fait, j'ai parfaitement compris les calculs en jeu, la volonté des uns et des autres, enfin, I didn't fit. Donc, pourquoi j'ai pas été réélue? En fait, le sentiment qu'on a quand on n'a pas réélu, c'est qu'on nous aime pas. Et donc, c'est un échec. C'est dur à porter, quoi. Voilà, c'est un échec, c'est dur à porter. Et puis, ça m'a appris plein de choses. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai transmis, je pense, de plus intéressant à mes filles. C'est que je me suis dit, je vais prendre 2 mois, c'était donc au mois d'octobre, j'ai dit, on en parlera à Noël. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la première chose essentielle, c'est de dire, ceci est un échec. Et pas de dire, pas de le cacher, quoi. J'ai une mauvaise note parce que le prof, ou bien j'ai pas été réélue parce que c'est la faute de ceci ou de cela. Non, c'est mon échec. Donc l'assumer pleinement d'abord. Voilà. Et puis ça nous met dans une situation de déséquilibre. Et en fait, suite à ça, d'ailleurs pas mal d'années après, mais j'ai écrit un livre où je fais l'éloge de perdre pied. Et donc, ce que ça m'a appris, c'est que le fait de se mettre dans des situations de déséquilibre, ça permet de retrouver de nouveaux équilibres. Et perdre pied, c'est super. Et à Noël, j'ai transmis ça à mes filles. Elles étaient petites encore à l'époque. Et je pense de dire que l'échec, il faut dire que c'est un échec. Puis après, il faut voir qu'en fait, oui, c'est la vie, c'est normal, c'est bien, mais qu'on peut en faire tellement de choses en termes de nouveaux équilibres. Ça t'a appris aussi à moins vouloir être aimé? Ça m'a appris à... J'essayais de le faire avant, mais ça m'a appris de façon définitive à distinguer l'habit que je porte de qui je suis. Je veux dire la fonction de la personne. En fait, quand on est élu en politique, en fait, pour beaucoup d'autres, pas tous, mais pour beaucoup d'autres, c'est ça qui compte, c'est qu'on a cette fonction. Mais ce n'est pas moi, Barbara, ils s'en fichent de moi, Barbara. D'ailleurs, j'ai bien vu le lendemain de l'élection. Donc ça a précisé encore cette... Et dans tout ce qu'on fait, on a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et pas par ce qu'on est. C'est normal, mais c'est important de faire la distinction. C'est très, très salutaire. Et c'est tellement dur. Parce que quand l'habit tombe, eh bien, on est préparé. Sage parole, Barbara, que j'essaye d'appliquer, mais c'est tellement dur. Une deuxième question pour toi. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment ? Qu'est-ce que je referais différemment ? Tiens, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Et je crois que je ne me la pose pas vraiment. Je crois qu'en fait, je me dis comment je vais faire demain. Et pas comment, en fait, je faisais hier. Et comment revenir en arrière, en fait, je ne fais pas. C'est-à-dire que... je me dis plus... Non, c'est une question... c'est une question que... Donc, cette question de savoir qu'est-ce que j'aimerais faire autrement. Bien sûr, j'aimerais tout faire mieux. Mais je ne pense pas à revenir en arrière puis me dire j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Je me dis, demain, je vais faire comme ça. Et par exemple, il y a des choses, ça m'arrive, et je ne me le pardonne jamais, d'être inutilement désagréable avec quelqu'un, au lieu de me dire, j'aurais pu être agréable, voilà une chose que j'aimerais refaire, eh bien, je prends mon téléphone et j'appelle la personne, et puis je transforme ce moment délicat en quelque chose de joli. Donc, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne pour moi. Je te remercie parce que les regrets ne sont jamais des bonnes choses et c'est vrai que l'orienter vers l'avenir et vers l'action, en fait, a tout simplement beaucoup plus d'impact et on se sent mieux.
Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui te parlent, peut-être que tu te répètes régulièrement le matin, ça fait de la poésie justement? Oui, donc je suis très célèbre pour une phrase, c'est « Eh bien, tant pis ». Eh bien, tant pis. Et en fait, quand j'étais au Parlement, il y a un journaliste qui s'est amusé à récolter les phrases les plus célèbres des 200 parlementaires de la Chambre basse. Et ma phrase, c'était « Eh bien, tant pis ». C'est super en politique. Eh bien, tant pis. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été réélue. Eh bien, tant pis. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a essayé, mais qu'on a vraiment essayé, et qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, je ne suis pas Shakespeare. Eh bien, tant pis. Et puis aussi, c'était beaucoup par rapport à l'éducation des filles. On ne peut pas être parfait en tout. Donc, les filles vont à l'école avec une chaussette jaune, une chaussette rouge. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et une fois qu'on a fait du mieux qu'on peut, le reste, c'est... Eh bien, tant pis. On fera encore mieux demain, mais... pour aujourd'hui, eh bien, tant pis. J'aime beaucoup l'idée. Alors là, c'est ma petite question, pas politiquement correcte, donc je suis sûre que tu as bien aimé. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Voilà, une croyance dans quelque chose, et tu constates que dans la presse, dans le monde politique, enfin, peu importe, c'est plutôt quelque chose où les gens ne sont pas d'accord avec toi. Oui, alors il y en a plein. Je suis sûre. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Mais il y en a une pour laquelle... Une belle. Oui, une particulière. C'est que j'estime que les femmes devraient beaucoup plus, et là je donne le mauvais exemple, en fait, exprimer leurs propres désirs, et notamment leurs désirs sexuels. Et ça, c'est pas vraiment bien vu dans un dîner en ville, si vous voulez. J'ai quand même écrit un livre qui s'appelle « Éloge de l'érection ». Oui. Alors bien sûr, je comprends l'érection de manière métaphorique, comme la construction. Et puis l'érection, c'est aussi quelque chose de féminin comme de masculin. Mais je suis connue pour être une féministe qui aime les hommes et qui aime le commerce physique avec les hommes. Mais en fait, c'est très politique, cette position. Parce que, à partir du moment où on dit ce qu'on aime et ce qu'on veut, on n'est plus dans la position de l'objet désiré. On est dans la position du sujet qui désire. D'accord. Le rapport de force est inversé. Oui, il n'est pas forcément inversé. On peut devenir à ce moment-là deux sujets désirants, homme ou femme et femme, mais il n'y a plus objet et sujet. Et puis, en fait, une femme qui dit ce dont elle a envie, forcément, le corollaire, c'est de dire ce qu'elle n'a pas envie. Et ça, on apprend aux petites filles aujourd'hui, mais on ne leur apprend pas du tout encore à dire ce qu'elles ont envie. Et quand on dit ce qu'on a envie, on n'est plus une victime. On n'est plus la victime désignée qu'on est dans l'éducation d'aujourd'hui, où on dit aux filles, fais attention, mais fais attention à quoi? Fais attention aux garçons. Donc on désigne l'homme comme prédateur, la petite fille comme victime. On lui apprend ça depuis toute petite. Moi, je dis... il faudrait dire aux filles, quand elles sortent la première fois, amusez-vous bien, profitez, jouissez. Et parce qu'à ce moment-là, elles ne sont plus dans cette position de victime désignée. Plus libre. Et donc, évidemment, j'écris mes romans, et notamment le dernier, La Favorite, est un roman où l'érotisme parcourt le roman de manière poétique, de manière factuelle. Et ça, mais enfin, Madame Paulin, qu'est-ce que vous avez écrit là? Je dois dire, une femme qui a été députée parlementaire en Suisse, qui écrit des romans avec, même si c'est très poétique, une connotation érotique, c'est quand même peu fréquent. Voilà, voilà, on peut le dire. On peut le dire. Oui. Encore une fois, tu sors des cases, oui. Barbara. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Oui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je change d'avis. Un sujet sur lequel j'ai changé d'avis de manière très personnelle, c'est par rapport au concept de superwoman. Parce que, en fait, ce concept-là, pour les femmes, c'est le concept du succès. Et à un moment donné,
je crois que je me suis laissée un peu prendre par ce concept quand j'avais les 4 filles petites, que je travaillais à Paris, que je travaillais à Genève, j'avais la galerie, j'étais députée, enfin bref. Et il fallait faire tout ça bien. Je voulais faire tout ça bien. Je veux dire, pendant c'est la quarantaine qui était l'époque la plus compliquée. Puis à aucun de mes engagements, je ne pouvais pas dire à mes filles, bon, ben, vous attendez 5 ans, voilà. On en reparle, restez là. Voilà. Donc c'est vraiment comme j'avais le désir profond et la passion de faire toutes ces choses. Mais je veux dire, il m'est arrivé de m'endormir debout en parlant à quelqu'un. Ouais. Donc, après, je suis devenue très critique justement par rapport à cette notion de superwoman. Et je pense que c'est pas une bonne chose de vouloir être une superwoman. Je pense que c'est très bien si on est une woman. C'est déjà. Et superwoman, c'est quoi? C'est une femme qui veut tout faire et tout réussir? C'est une femme qui réussit tout, la famille et le travail, qui est toujours belle, toujours parfaitement disponible pour tout, et puis qui reçoit chez elle à la maison. Enfin, une femme qui fait tout. Et moi, j'ai expérimenté que c'est pas possible. C'est bien comme ça aussi que je suis arrivée à cette maxime, mais bien tant pis. Donc là, ça, c'est un changement. Et puis un autre plus politique qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est que j'étais au Parti libéral parce que moi je suis pour la liberté, puis dans le libéral il y a le mot liberté, et je me définis comme une paléo-libérale humaniste, mais une des volontés du parti, c'est de soutenir la technologie de développement militaire en disant, en fait, ça soutient tout le développement technologique. Et aujourd'hui, je suis absolument opposée au développement des armes, peut-être des armes vertes, qui sait, mais aujourd'hui, mon engagement, il est absolument unilatéral pour la paix, et pour la paix comme valeur absolument supérieure, y compris même à la justice, parce que je pense qu'il faut d'abord la paix pour qu'il y ait la vie et la justice. Et donc ça, c'est quelque chose où j'ai vraiment, ma manière de voir a beaucoup évolué. Je te remercie de partager ça. Je ne connaissais pas cet engagement. Alors, je savais que tu étais pacifiste, enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, oui, mais en tout cas pour la paix. Mais je ne savais pas, donc, ce qui peut paraître évident, que tu étais contre les armements et que c'était un sujet pour toi aussi important. Oui, et c'est le projet principal aussi de la galerie pour cette année. Parce que tu vas également exposer des artistes dans ce sens? J'inclus dans cette réflexion des artistes, et notamment des artistes qui ont connu la guerre, qui ont beaucoup travaillé au niveau artistique sur la guerre, pour essayer de travailler sur la paix, y compris au niveau des formes artistiques, pour nous donner la paix à penser. Barbara, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un livre ou quelques livres, je t'autorise quelques livres, qui t'ont changé, qui t'ont transformé, qui t'ont particulièrement marqué, dont tu pourrais nous parler, nous expliquer en quoi ils ont eu cet impact sur toi? Je peux en avoir 3. Allez. C'est d'abord Les Misérables de Victor Hugo, que je lisais quand j'avais 8 ans, et le monde des misérables était plus réel pour moi que vraiment tout ce qui m'entourait. Quel monument incroyable, Victor Hugo, vraiment incroyable. Ensuite, il y a les livres de Pascal Quignard, et j'aime énormément sa manière d'écrire et la manière aussi pour lui d'aborder la question du corps et du sexe. Donc, je pense notamment à Vie secrète et puis La nuit sexuelle, qui sont des livres qui m'ont beaucoup inspirée dans ma manière d'écrire et dans ma manière de voir. Et qui sont des livres, tu dis, sur sur la vie sexuelle, c'est ça, mais sur l'érotisme. La nuit sexuelle, c'est un livre, savant sur l'art et la manière dont le sexe est représenté dans l'art au fil des siècles, avec des textes absolument magnifiques. Et puis la vie, donc ça m'a ouvert aussi, ça m'a réconforté dans ma manière de promouvoir le sexe. En fait, ce livre de Pascal Quignard qui montre la manière magique dont le sexe a été représenté au fil des siècles. Et puis La vie secrète, c'est
c'est un livre, c'est un roman, mais c'est aussi un livre de pensée, c'est une sorte de mélange de promenade. C'est comme si on passe des journées avec Pascal Quignard, et puis il nous écrit ceci et il nous écrit cela. Je me suis beaucoup inspirée de cette manière d'écrire. Je le lui dis d'ailleurs. Merci Pascal. Absolument. Mais écoute, tu me donnes envie de les découvrir, je ne les connaissais pas. Tu m'as laissé entendre qu'il y avait un 3e livre. Oui, le 3e livre s'appelle Je meurs comme un pays. Et c'est un livre de l'homme de théâtre grec Dimitris Dimitriadis. Alors, c'est le plus grand homme de théâtre grec aujourd'hui. C'est un traducteur incroyable du français en grec. Il vient à 78 ans de traduire Rimbaud. C'est un grand ami, un homme admirable. Et ce texte est tellement puissant et tellement magnifique et tellement terrible que j'ai eu envie de le prendre et de le réécrire à l'envers. Et donc, avec son autorisation, bien sûr, j'ai écrit une sorte de métamorphose de Je meurs comme un pays, et ça s'appelle Je bande comme un pays. Lui aussi a beaucoup ri quand je lui ai dit. Il m'a dit, mais c'est la seule chose qu'on peut faire après Je meurs comme un pays. C'est la vie. Barbara, merci 1000 fois pour ton humour, ta fraîcheur, ta franchise, tout ce que tu as pu nous apporter aujourd'hui. Si jamais on veut te retrouver, si on veut te suivre sur le monde des réseaux sociaux peut-être, dans ta galerie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on me trouve sur un blog à l'ancienne. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais vous tapez Barbara Polla, vous suivez mon blog, et dans mon blog, je mets tout mon cœur. Et puis ma galerie, bien sûr, qui s'appelle Annalix Forever. Et elle est sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour les artistes. Bien sûr. Merci 1000 fois, Barbara. Merci, Pauline. Au revoir.